Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Isabelle Roy. Isabelle Roy, eh bien, elle nous vient du Québec. Elle a un léger accent, vous allez voir, mais comme elle est beaucoup de part et d'autre de l'océan Atlantique, l'accent est très léger. Elle a été journaliste santé. Bonjour Isabelle. Bonjour, à partir du Québec, oui. Elle a été donc journaliste santé. Elle est auteure d'un livre sur la préparation à l'accouchement. Et maintenant, en tout cas, elle est naturopathe en aromathérapie. Et eh bien, vous allez avoir la chance d'avoir une vidéo prochainement spécialement faite pour les hypersensibles et les huiles essentielles. Mais pour l'instant, aujourd'hui, j'aimerais que eh bien, Isabelle nous parle de son témoignage en tant qu'enfant surdoué. Voilà, c'est pour ça que nous invitons Isabelle aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie-Élise, je suis très heureuse d'être avec vous parce que en parcourant ta chaîne YouTube, j'ai vraiment réalisé que j'étais une hypersensible et que la personnalité zèbre, par exemple, m'interpellait énormément et ça m'a beaucoup même touchée parce que j'ai bientôt 47 ans et puis c'est la première fois que je découvre que j'ai peut-être cette, pas étiquette, on n'aime pas les étiquettes, mais euh, que de faire ma vie toujours un peu de manière différente de la norme, mais que j'étais dans une certaine normalité. Oui, voilà, c'est ça en fait, c'est ça, tu t'es découverte récemment, mais en fait, tu es quelqu'un, on va dire, tu es une personne hypersensible qui n'aurait pas eu besoin de mon aide de coach, parce que moi, je vais me présenter aussi, mais parce que tu as su en fait tirer le meilleur de ton hypersensibilité. Hein, on verra ça. Je dis aux gens qui je suis, bien sûr, je me présente, je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse. J'ai mon bureau en Suisse. Et bien, j'accompagne à la fois des groupes et aussi bien, les personnes individuellement. Et j'appelle beaucoup sur le professionnel quand on est en questionnement ou un entrepreneur qui est en train de monter sa boîte, par exemple. Et bien sûr, la personne, elle a aussi les questionnements en tant que parent, souvent, parce qu'en ce moment, beaucoup de gens, comme on parle beaucoup d'hypersensibilité, se découvrent, et bien même à travers leurs enfants. Et je vous invite à me rejoindre pour la conférence interactive en ligne le vendredi 25 juin pour mieux comprendre mon approche de l'hypersensibilité et notamment Isabelle Roy me fera l'honneur d'être là également, donc vous pourrez aussi la rencontrer à cette occasion. Et j'en profite pour aussi vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne et de liker les vidéos qui vous plaisent. Et eh bien, je te remercie pour ton témoignage parce que c'est ça, en fait, tu arrives donc à 46 ans et en fait, tu découvres maintenant que ce trait de caractère est lié à ce qu'on te disait enfant, mais c'était très flou. On te disait surdoué, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'enfant, moi, j'avais comme un certain don pour l'écriture, pour la lecture, et j'ai appris à écrire et presque à lire avant de commencer l'école maternelle au Québec. Et là, tout au long de mon primaire, j'étais comme moi, j'étais assoiffée de connaissances et je finissais rapidement mes travaux. Et là, les professeurs étaient un peu déroutés. Et et ça faisait en sorte que j'étais toujours en train d'aider les autres élèves de ma classe. Et dans un des métiers que tu as oublié de mentionner, c'est que ça fait 25 ans que je suis tutrice en français, en histoire et en philosophie, Oui, parce que dès le primaire, j'ai commencé à aider au niveau académique de manière presque innée. Et à un tel point que je n'ai pas complété ma 6e année primaire, tellement qu'ils ne savaient pas où me cadrer dans le système scolaire. À l'époque, bon, il faut retourner 30 ans, voire 40 ans plus tôt. Je crois que toutes les sphères au niveau de la psychologie n'étaient pas autant développées que maintenant. J'étais à la campagne aussi au Québec, j'étais pas à Montréal. Et puis, tout ça pour dire que c'est au secondaire que je l'ai un peu moins bien vécu parce que
nécessairement, quand on est adolescent, on a envie de faire partie du lot de la gang au Québec. Groupe, hein, Du plan à et part- du groupe, c'est ça. Et là, bon, j'ai pas toujours porté des lunettes, mais on m'associait à la surdouée, à la nerd, qui est un terme très nord-américain, et j'étais un peu mise de côté et rejetée et incomprise parce que j'aimais l'école et que j'étais curieuse. Je posais beaucoup de questions à mes professeurs et des fois, j'allais trop loin dans mes questions. Oui, oui, je l'ai Et, vécu aussi, et, ça, oui, oui. et tout ça, Mm. c'est ça. Et tout ça pour dire que je ne l'ai pas très bien vécu, je me sentais très incomprise et ma mère même me disait, bien sors un peu à l'extérieur parce que j'avais tendance à m'évader dans la lecture parce que c'était dans la lecture que je pouvais apprendre encore plus. Et ma mère a eu vraiment cette délicatesse de m'initier comme cela à la lecture. Je faisais beaucoup de dessins également. Et c'est rendu vraiment après mes études secondaires, qui est comme l'équivalent plus ou moins du lycée en France. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est en Suisse. Et là, j'ai comme réalisé que je n'étais pas anormale parce que en déménageant pour mes études supérieures à Montréal, j'ai réalisé que j'étais pas la seule à avoir cette personnalité. Et là, en fait, quand j'ai commencé mes études postsecondaires, j'ai rencontré des amis qui étaient comme moi. Et là, en écoutant tes vidéos, j'ai réalisé que je m'étais entourée d'amis qui avait sûrement cette personnalité hypersensible, comment tu appelles ça? HPI ou HPE, oui, oui. Il y a Mhm. beaucoup de HPA dans mon entourage, HPE. beaucoup de femmes HPA, et que c'est là que j'ai comme trouvé mon équilibre dans mes études post-secondaires et que après je me suis lancée dans ma carrière, mais de manière atypique, oui. De manière? Atypique. Ah oui, atypique, parce que tu as fait beaucoup de choses en même temps. Il faut dire que tu es quand même aussi une hypersensible spéciale qui a vraiment, je ne sais pas si peut-être HPI plutôt que HPE, je ne sais pas. En tout cas, tu as vraiment ce multipotentiel très, très développé et aussi tu as mis en œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait que tu deviens entrepreneur très tôt et que tu fais plusieurs choses à la fois, en fait? Est-ce que c'est ça qui est difficile pour beaucoup parce qu'on s'entend dire qu'il faut faire qu'une seule chose. Là, tu vas un peu dans tous les sens, c'est pas bien. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as pu faire tout ça? Oui, effectivement, je suis davantage de personnalité, je crois, d'après tes vidéos, HPI que HPE, quoique le HPE me rejoint. Et la preuve, c'est que je suis entourée d'amis HPE. Je crois que j'ai un peu cette part-là dans ma personnalité. Effectivement, HPA peut-être parce que j'avais cette hypersensibilité que moi, à 15 ans, je voulais rien de moins que changer le monde. Je voyais la planète bleue et je voyais tout ce qui se passait et ça venait tellement me chercher que j'ai dit, je dois absolument faire un métier qui va changer le monde. Et là, j'étais une idéaliste incroyable. Et c'est la raison pour laquelle je suis devenue journaliste dans un premier temps. Et puis, rapidement, je me suis aperçue que comme journaliste, je voulais ce contact avec l'être humain. J'avais besoin d'être en relation, de mieux comprendre, d'interviewer des gens, de mieux comprendre la vie et de m'initier en même temps à lire en anglais des études scientifiques parce que rapidement, je me suis spécialisée en santé. Et là, naturellement, pour pouvoir faire ce type de travail au Québec, je devais être travailleuse indépendante à la pige. Alors, la vie m'a amené un peu vers ça indirectement. Et j'avoue que moi, les gens me disaient, mais comment fais-tu pour travailler à la maison? Ça, c'était il y a 25 ans. On ne parlait pas de télétravail comme maintenant. Et je disais, ben,
c'est une extension naturelle de l'université où j'ai complété mes études en étudiant à la maison. Et pour moi, ça m'apporte une qualité de vie que j'ai besoin de calme. Je peux contrôler mon environnement, aller travailler dans un café, de travailler à la campagne, et mieux que ça, travailler même outre-mer. Oui, Ça oui. m'apportait une liberté qu'on n'avait pas dans le cadre conventionnel de métro, boulot, dodo en entreprise. Et j'ai tenté de travailler comme salariée, comme rédactrice en chef d'un magazine, et j'ai été tellement malheureuse. De voir comment les gens même travaillaient entre eux et que les gens, des fois, parlaient entre eux. Je n'aimais pas cette énergie et rapidement, ma mère était très à l'écoute quand même de mes besoins. Puis elle m'a dit, Isabelle, t'es faite pour être pigiste. Elle a... Et c'est là que je suis retournée à la pige. Et là, rapidement, j'étais très, très, très attirée par l'Europe. C'était presque un besoin viscéral et la vie a fait en sorte que j'ai remporté un concours en journalisme à 21 ans. Après ma licence universitaire. Et puis, j'ai atterri pour la première fois avec mon sac à dos à Bruxelles à l'âge de 21 ans. Et à mon retour vers le Québec, je pleurais dans l'avion et les gens me demandaient, mais vous avez rencontré un amoureux? Pourquoi vous pleurez comme ça? Et je disais, non, je pleure parce que je quitte l'Europe. Ah, Vraiment, c'était... mes amis à l'époque me trouvaient même un peu achalante, qu'on dit au Québec, un peu... je ne trouve pas le mot en bon français, mais harcelante un peu parce que je n'arrêtais pas de parler de l'Europe. Alors, rapidement, j'ai tenté de développer ma carrière en Europe et je crois que j'étais due pour cela. J'ai commencé à écrire pour des magazines en France. d'accord. Alors, finalement, depuis l'âge de 20 ans, je prends l'avion au moins 4 à 5 fois par année pour me rendre du côté de l'autre côté de l'océan où tu te trouves en ce moment en Suisse. et, euh, et, Sur l'ancien continent. oui, oui, l'ancien continent, comme ma grand-mère le mentionnait. Et j'avais ce besoin de liberté, de pouvoir de pouvoir écrire où je le voulais. Et là, bon, on ne se cachera pas, Marie-Élise, que ce n'est pas le choix le plus facile que j'ai pris parce qu'il y a une précarité qui est associée au niveau financier d'être travailleuse indépendante au début de la vingtaine, comme cela. Au niveau de la sécurité financière, c'était très stressant. J'ai vécu beaucoup d'insomnie dans ces années-là. J'avais peur de ne pas pouvoir payer mon loyer, mon hypothèque. Mais rapidement, j'avais des amis plus âgés qui me disaient, mais Isabelle, tu es toujours arrivée à payer tes frais de subsistance, alors prends confiance en toi. Et pour me sécuriser, de manière naturelle, j'ai une amie qui est enseignante, elle me dit, mais pourquoi que j'ai des étudiants qui auraient besoin d'une tutrice? Et naturellement, c'est comme cela que j'ai commencé à enseigner le français et rapidement l'histoire et la philosophie parce que c'était des matières où j'excellais à l'école et que lors de mes études postsecondaires, j'avais été formée pour être tutrice bénévole dans le cadre de l'institution d'enseignement. D'accord. Alors, finalement, j'ai toujours fait ces activités en parallèle. À un moment donné, comme journaliste santé, j'ai la chance d'assister à un accouchement dans le cadre d'un reportage pour le magazine Enfants Québec. Et là, j'ai une grande révélation, c'est que pour changer le monde, ça commence par les naissances. Oui, ça paraît logique. Et, Non, non, ouais. Et là, j'ai été très, très, très attirée par tout ce qui touchait les naissances pour l'humanisation des naissances. oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit beaucoup de reportages sur le sujet, à un point tel qu'à un moment donné, l'une des femmes que j'interviewais, qui
qui dirigeait une entreprise d'accompagnante à la naissance au Québec, m'a mentionné, mais tu n'aurais pas envie de devenir accompagnante à la naissance. Soutenu par les sages-femmes, le métier d'accompagnante à la naissance s'est développé afin de transmettre une panoplie d'informations aux parents et pour vraiment humaniser les accouchements à l'hôpital. C'était cet aspect-là, justement, très relié au cerveau. Je me disais, mais il faut répandre la bonne nouvelle. Je trouvais que c'était méconnu. Et c'est la raison pour laquelle que je suis devenue accompagnante à la naissance, après pédagogue au sein de notre centre professionnel de formation, et que j'ai toujours continué en parallèle d'écrire, notamment le livre dont je suis la co-auteure, la co-autrice maintenant qu'on dit au Québec, et puis que j'ai toujours aussi continué en parallèle le tutorat en français. Alors, je n'ai jamais manqué de travail et j'ai toujours travaillé par missionnariat, et c'est là que je dis que des fois, ce n'était pas le chemin le plus facile parce que je passais facilement 50 heures par semaine à travailler parce que je travaillais avec mon cœur vraiment par missionnariat, et ce n'était pas toujours un choix qui était rationnel au niveau financier. Et oui, est-ce que tu peux dire que peut-être qu'en Amérique du Nord, comme c'est quand même plus libéral, c'est peut-être un peu plus facilité, ou que pourrait faire l'Europe pour que ce soit plus facile, hein, peut-être à l'avenir, parce qu'on va vers ça. Mais c'est beaucoup les mentalités qui sont là très, très présentes. Et peut-être, j'espère que cette vidéo y contribuera, que tu vas inspirer d'autres personnes à faire, Oui. avoir plusieurs Par personnes. expérience, autant que j'ai été attirée par l'Europe pour le cadre théorique, intellectuel, je trouve qu'en Europe, vous avez cette force historique d'accorder de l'importance à... C'est là que je me sentais comprise. C'est que d'aimer lire des bouquins, c'est normal en Europe pour la plupart des gens, alors qu'au Québec, on est peut-être plus, au Canada, un peuple... axé sur l'action, Oui, la pratique. achievement. Oui, c'est ça. Mais par contre, le bon côté en Amérique du Nord, et pour ça, on ressemble peut-être un peu plus aux Américains, c'est que l'entrepreneurship est très, très valorisé et que c'est très naturel pour nous d'être peut-être plus naturel. Je ne dis pas que c'est inné pour la plupart des gens dans mon entourage de devenir entrepreneur ou travailleur indépendant, mais il y a plus de soutien, ne serait-ce que par rapport quand on fait notre rapport d'impôt ou qu'on a des facilités fiscales qui nous permettent de tirer notre épingle du jeu. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que si on a ça au fond de soi, comme toi tu l'as, c'est sûr que c'est quand même... bon, on a des petits progrès à faire, on va dire, en Europe, en France, ça dépend encore des pays, mais en tout cas, si on prend la France, pour que ce soit plus encouragé et que les personnes osent, parce que voilà, on dit oser, mais si à la fin du mois, on n'a pas de sous pour payer son loyer ou si on a des enfants, c'est sûr que c'est quand même un petit peu... ça remet vite dans le cadre, Ouais. hein, j'en ai parlé dans une autre interview, oui. Oui, mais c'est une des raisons pour laquelle, finalement, je crois que ma personnalité, que tu dis intelligence multiple, si j'ai bien compris, m'a servi, c'est que pour tirer mon épingle du jeu financièrement, j'avais bien compris qu'il ne fallait pas tout mettre nos œufs dans le même panier et que pour pouvoir gagner sur une base à temps plein, je devais diversifier l'offre de mes activités. Mais là, j'avais un heureux problème, c'est que j'avais trop de travail. Et c'est là que j'essaie d'en arriver à plus un équilibre depuis ma quarantaine. Pour moi, vieillir, c'est un cadeau du ciel parce qu'on est beaucoup plus sage et peut-être un peu moins passionné, quoique je suis encore passionnée, mais que j'arrive à m'écouter plus personnellement. Équilibre. Oui, mais Oui, oui. Je disais, les intelligences multiples, c'est tout le monde qui les a, hein, de toute façon, plus ou moins, mais là, c'est la multipotentialité, on ouais, peut dire, de la personne hypersensible, sans doute HPE ou HPI, comme tu es. Après, je veux mentionner que je laisse au psy nos
émotions, HPE, je ne fais pas de diagnostic sur les gens. Mais bon, je pense que quelqu'un qui sait un peu et qui voit notre vidéo, elle saura très vite que nous ne rentrons pas dans la norme des 80%, on va dire. OK, ben, Non, c'est ça, mais ça n'a pas empêché quand même au Québec que les gens me disent, mais pourquoi que tu ne prends pas un poste à temps plein comme journaliste ou que oui, tu pourrais passer à la télévision, tu aurais comme, on ne se cachera pas, j'aurais fait beaucoup plus d'argent. Euh, Pourquoi que tu voyages comme ça toujours en Europe? Les gens comprennent pas des fois pourquoi que j'ai plusieurs chapeaux au niveau de mes métiers. Et même dans mon choix personnel, j'ai un conjoint outre-mer. Ça fait 8 ans bientôt que je suis en couple avec un Belge. Et les gens ne comprennent pas comment je peux former un couple depuis près de 8 ans avec un Belge qui est de l'autre côté de l'océan et qu'on vit des deux côtés de l'océan. oui, oui, ben, c'est génial. Écoute, je pense que ça va être. On va avoir une deuxième interview avec toi où tu vas nous parler plus de justement le fait que, comme tu as perçu cette hypersensibilité, même si tu ne l'as pas, on va dire, conscientisée, tu savais que, bon, les insomnies, le fait d'être un peu trop. D'avoir les émotions trop fortes, tu le savais ça. Et du coup, hein, tu m'as dit que ça a aussi orienté ta casquette la plus récente, qui est l'aromathérapie. Et donc, on va faire une vidéo où tu vas nous parler spécialement bien des huiles essentielles, par exemple, que tu conseillerais aux personnes hypersensibles. C'est aussi très intéressant pour moi. Et oui, je parlerai aussi un petit peu de moi. Et du coup, et aussi des compléments alimentaires. On fait ça dans une autre vidéo, on se retrouve. Et j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, de liker les vidéos qui vous plaisent et puis aussi de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup Isabelle pour ce partage de ton expérience de haut potentiel de personnes hypersensibles. Est-ce que tu veux ajouter un dernier message pour les gens qui nous regardent et qui se sont reconnus en toi? Oui, ben, je veux vraiment te remercier, Marie-Élise, pour le beau travail que tu fais sur YouTube parce que pour moi, ça a été très réconfortant d'écouter tes vidéos. Parce que cette étiquette de différence, euh, elle n'est pas toujours bien reconnue. Moi, j'ai vraiment réalisé que de parler de zèbre ou de surdouance ou de HPI, HPE, en tout cas, selon mon vécu au Québec, c'était encore très, très méconnu. Et de mieux comprendre des fois que, comme moi, je suis une personne qui est très solitaire, mais très extravertie en même temps. Mm. Oui, oui, et ça, je suis d'accord avec toi et je vais le dire, là, ça brouille les pistes. Moi aussi, je suis extravertie et ça m'a brouillé les pistes. Mais il y a un tiers des personnes hypersensibles qui sont extraverties. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on va s'en vouloir d'avoir dit quelque chose, on risque de rougir et tout ça, on va quand même le faire. Et du coup, je me disais, bon, t'es pas hypersensible. Et voilà, c'est quand même assez complexe et bien sûr, une personne hypersensible ne ressemble pas à une autre, donc c'est un vaste sujet, effectivement. Mm. Je disais que c'était très réconfortant parce que des fois, on se sent un peu mal compris, puis que c'est plus fort que nous. Des fois, j'ai besoin dans un groupe aussi, autant social que je peux l'être, de me retrouver seule et c'est subitement. Et je peux avoir des réactions vives où là, j'aime pas trop ma réaction parce que je me sens trop surstimulée. Oui, c'est ça, c'est le seuil d'irritabilité qui est plus bas que pour les autres personnes. Et c'est bien de détecter quel est le stimulus et de savoir quoi faire, peut-être se retirer justement du monde avant de mal réagir, parce que c'est vrai qu'après, on s'en veut. Après, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté surdoué, douance, HPI. Je vais mener l'enquête. Peut-être qu'au Canada, on en parle un peu moins qu'en France. Hein, tu m'as dit ça aussi. Peut-être que c'est tout simplement moi personnellement qui ne connaissais pas. Je ne peux pas parler au nom d'un pays, mais j'avoue que ça m'intéresse beaucoup les formations que tu vas offrir parce qu'effectivement, je crois que ça peut aider cette
tranche de la population où on parle beaucoup, comme je te le mentionnais, au Québec, on parle beaucoup des autistes, de l'hyperactivité, de troubles de bipolarité, de troubles de la personnalité, etc. Et c'est vraiment bien d'en parler, c'est vraiment même essentiel d'en parler, mais que c'est vraiment avec tes vidéos que moi, personnellement, je me suis plus retrouvée et je trouve vraiment qu'il faudrait peut-être plus en parler. Oui, oui. Bon, après, je ne suis pas la seule. Tu pourras aller voir. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être une approche très française. Alors, je ne sais pas. Ça, je suis encore sur mon chemin de comprendre. Mais il me semble que cet effet un peu élitiste de la douance soit quand même très français. Là, je suis en train de me dire ça quand même. Et c'est un phénomène qui fait que les gens, beaucoup de gens concernés ne se retrouvent pas parce que justement, la personne hypersensible est humble et elle ne veut pas être supérieure aux autres, elle veut juste être comme les autres. Et du coup, beaucoup ne se retrouvent pas du tout dans ces termes et c'est pour ça que j'appelle sur l'hypersensibilité. Avec tout le respect pour les psys, parce qu'on les remercie d'avoir fait toutes ces études et d'avoir aussi défini ce mot qui pour moi me parle en fait, parce que c'est un haut potentiel, ça veut dire c'est comme un barrage, tu vois, avec l'eau. Il est là, la force, elle est immense, mais si tu n'ouvres pas la vanne, il ne se passe rien, quoi. Tu vois, il y a des gens qui gardent tout en eux et qui ne trouvent pas de moyen comme toi, tu as trouvé d'ouvrir les vannes et faire que ben, cette potentialité, multipotentialité, ben, elle coule et elle fasse de l'énergie, l'électricité pour la vie, quoi. C'est ça, en fait. C'est un très bon exemple. Merci beaucoup, Isabelle. Voilà, Merci, Marie-Élise, vraiment. Oui, ben merci. Eh bien, merci à vous pour écouter la vidéo. Et il y a un petit décalage, c'est pour ça que c'est un peu difficile. Eh bien, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir, Isabelle. Au revoir et bonjour à la France et à la Suisse et à la Belgique. C'est l'Europe francophone, oui. Au revoir. Au revoir.